Christophe Rufin, écoutez, on ne vous présente plus, alors je vais le dire dans le désordre et vous m'en excuserez, vous êtes à la fois médecin, médecin humanitaire, vous avez été directeur de grandes ONG comme Action contre la faim, conseiller de François Léotard quand il était au ministère de la Défense, où vous avez aussi négocié la libération d'otages, académicien, vous avez été ambassadeur du Sénégal et de Gambie, et bien sûr écrivain, même si vous préférez au terme d'écrivain celui de raconteur d'histoire. Et je dirais quel raconteur d'histoire. Je suis aujourd'hui très heureuse, on ne se connaissait pas, je suis très heureuse de vous rencontrer autour de ce tour du monde du roi Zibline, que pour ma part j'ai littéralement dévoré, de la même manière que j'avais dévoré les précédents, qu'il s'agisse du Collier Rouge ou de Katiba pour les plus récents. Cette fois-ci, vous nous plongez au cœur d'une grande épopée, celle du comte Auguste Benjowski, un aventurier, un navigateur et un explorateur du XVIIIe siècle, mais surtout un humaniste, qui est né en Hongrie, qui a été éduqué par un petit, comme on disait à l'époque, un petit philosophe des Lumières, qui est ensuite déporté en Pologne, au Sibérie, au Kamtchatka, d'où il s'échappe par le détroit de Bering, l'Alaska, la Chine, qui rallie la France à un moment et se retrouve au final roi de Madagascar, allant plaider la cause de son nouveau pays aux États-Unis auprès de Benjamin Franklin. Vous réussissez avec ce livre une épopée absolument haletante, captivante, flamboyante, doublée d'un manuel pour pour attraper l'élu de son cœur. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris aussi, puisqu'il est question d'amour. C'est aussi un livre très personnel. D'ailleurs, vous dites vous-même dans la postface que les doutes, les angoisses, la vulnérabilité dont vous avez affublé votre personnage doivent probablement plus à votre caractère qu'au sien. Je vous propose donc qu'on commence par parler de la conception et de l'écriture du livre, qu'on explore ensuite les liens qui pourraient exister entre Auguste et vous, et qu'enfin on voit en quoi ce roman historique est, comme le sont les meilleurs du genre, c'est-à-dire un miroir de notre temps. Mais avant de commencer, on est ici au Festival des Rencontres de l'Histoire de Blois. J'ai lu dans je ne sais quel article pour préparer cette rencontre que vous étiez historien, mais je ne crois pas. Mais est-ce que vous vous considérez comme tel, ou quel rapport vous avez à l'histoire comme ça, parce que tous vos livres l'embrassent? D'abord, merci, bonjour à vous tous. Je suis très heureux de revenir à Blois et très honoré de m'exprimer dans une telle salle, avec une acoustique qui est un peu, dont on n'a plus l'habitude, enfin sauf à l'Académie peut-être, sous la coupole, parce que c'est un peu la même chose. En tout cas, c'est un grand bonheur, un grand privilège, d'autant que Blois a accompagné ma carrière dans le domaine littéraire, puisque j'ai reçu des prix ici très tôt. Et donc je suis très reconnaissant à ce salon pour le soutien qu'il m'a apporté. En fait, pour répondre à votre question, sans y répondre vraiment d'ailleurs, je ne suis pas historien et c'est quelque chose qui est apparu comme ça dans les biographies, vous savez, sur Internet, Wikipédia et autres. Cela dit, Wikipédia, il ne faut pas trop le croire, il m'avait changé ma date de naissance à un moment donné. Comme il m'avait enlevé 2 ans, je n'ai pas protesté, mais disons que c'est pas toujours... mais c'est bien vous qui êtes avec nous. Voilà, c'est moi, c'est pas un faux profil, non. D'accord. Voilà. Mais non, ce qui se passe, c'est que je crois qu'il faut revenir peut-être à une donnée personnelle que vous avez mentionnée, à savoir que, en tant que, je dirais, ma formation... Et mon métier, véritablement, peut-être le seul véritable métier que j'ai acquis, c'est la médecine. Et la médecine, c'est un métier un peu particulier. Ce ne sont pas des études comme les autres, puisqu'au terme de ces études, on prête serment. Et ce serment, qui est le serment d'Hippocrate, nous fait jurer qu'on pourra tout voir, que les malades nous ouvriront leur maison, nous montreront leur cœur, nous livreront leurs pensées, leurs sentiments. Tout ça à une seule condition, c'est qu'on ne le racontera pas.
Alors, quand vous vous apprêtez, quand vous êtes médecin, que vous avez prêté ce serment et que vous vous apprêtez à écrire, évidemment, l'interdit pèse sur vous, parce que pour écrire, on puise, bien sûr, dans la vie, on puise dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a vécu. Et il est très difficile, évidemment, d'enfreindre ce serment et de raconter des choses qui pourraient révéler des éléments qui concerneraient telle ou telle personne. Et moi, je sais que ça m'a bloqué, ça. Et ça continue de me bloquer. Je suis tout à fait incapable de faire ce que font beaucoup d'écrivains d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est-à-dire raconter leur vie directement. Je l'ai fait une seule fois avec Compostelle, on en parlera peut-être, mais ça, c'est parce que si je devais me moquer de quelqu'un, c'était de moi-même, ça pouvait aller. Mais dès qu'il s'agit de faire des portraits empruntés à d'autres, évidemment, c'est un interdit. Alors, cet interdit, on peut le contourner. Et pour le contourner, moi, j'ai utilisé le décalage du temps. C'est-à-dire qu'en utilisant un cadre historique pour les récits que j'ai décidé d'écrire, eh bien, je pouvais à la fois livrer des choses personnelles et en même temps ne pas risquer de compromettre le secret auquel je suis tenu. Le premier roman que j'ai publié, qui s'appelait L'Abyssin, et je sais que Yasmine, que vous connaissez bien l'Éthiopie, et ça vous parle, c'est un pays où je suis allé souvent, beaucoup, donc je pouvais, puisque c'était l'histoire du premier ambassadeur, en quelque sorte français, vers l'Abyssinie, vers l'Éthiopie. À la fois, je pouvais mettre des souvenirs personnels, et même des portraits, et même des paysages que j'avais vus, et en même temps, tout ça était brouillé par la distance du temps, et donc je ne compromettais personne. D'accord. Alors là, on va voir qui vous n'avez pas compromis dans le roi Zibeline. D'abord, de quelle envie est né ce livre ? Vous savez, quand vous écrivez des livres, on vient tout le temps vous raconter des histoires. Oui. On vous dit, j'ai une bonne histoire pour toi, tu vas voir, ça va te plaire et tout ça. Bon. Et il est très rare que ce soit le cas. Oui. C'est-à-dire qu'on entend, on écoute, poliment en général, parce que, voilà, mais au fond, les histoires, elles sont très personnelles et elles n'entrent pas nécessairement en vous, elles ne font pas nécessairement écho avec des choses que vous avez envie d'évoquer. Mais parfois, heureusement, il y en a qui font tilt. Oui. Ça a été le cas pour un livre qui s'appelait Le Collier Rouge, qui était une toute petite anecdote au départ qu'on m'avait raconté, un ami. Donc, et là, cette histoire du roi Zibeline, en fait, elle a été évoquée comme ça brièvement en Pologne. Quand j'étais, d'ailleurs pour ce même livre, L'Abyssin, dont je parlais tout à l'heure, qui a été traduit dans pas mal de langues, dont le polonais, j'étais allé à Cracovie pour une présentation de la traduction, pour un salon du livre, je ne me souviens plus. Et il y avait là un couple franco-polonais, Vera Michalski et son mari. Ce sont des éditeurs, en fait. Ce sont des. Ouais, lui a disparu, malheureusement. Voilà, il est mort très très vite après. Vera Michalski, aujourd'hui, a un groupe d'édition important avec les éditions Phébus, Bûcher-Chastel, etc. Et ils m'ont dit, tout simplement, ils m'ont raconté qu'ils venaient de publier, puisque c'était le début de leur maison d'édition, qui était franco-polonaise, ils m'ont dit, on vient de publier. J'aurais dit, qu'est-ce que vous faites en ce moment, qu'est-ce que vous publiez? Ils m'ont dit, on publie les mémoires de ce comte Beniowski. Bon. Alors je suis allé regarder ça, ils m'ont raconté un peu son histoire, je suis allé regarder cette histoire. Et pour une raison qui est toujours difficile à cerner, cette histoire m'a profondément marqué. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est toujours un peu comme ça que ça procède, que ça fonctionne. C'est-à-dire, je me suis dit, cette histoire est très belle, mais il faudrait l'arranger un petit peu. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense que quand on est romancier, fondamentalement, on a envie de donner un coup de pouce à l'histoire. D'abord pour la faire vivre, parce que je pense qu'il n'y a pas d'histoire sans récit. On peut faire des chronologies, on peut faire des thèses, on peut faire des essais, il faut le faire, les historiens sont là pour ça. Mais on a aussi besoin du récit, en particulier pour transmettre, et peut-être aussi pour apprendre l'histoire, on a besoin du récit. Mais quand on entre dans le récit, pour un romancier, si vous voulez, ça veut dire que, d'une certaine manière, on a envie un petit peu de donner un coup de pouce à certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Jacques Coeur, par exemple, je l'ai un peu transformé.
Bon. Et ça pose un problème d'ailleurs, parce que le livre que j'avais consacré à Jacques Coeur a eu pas mal de succès. Du coup, beaucoup de lecteurs vont visiter le Palais Jacques Coeur. Et évidemment, ça crée des problèmes avec les guides, parce que les guides touristiques du palais donnent leur version historique, mais les lecteurs ne sont pas d'accord. Ils disent non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que vous nous emmenez au Kamtchatka et à Madagascar cette fois-ci. Il n'y aura pas de problème de guide là. D'accord. Mais alors, ça remonte à loin, parce que vous l'avez porté longtemps, cette histoire, puisque j'imagine que c'est dans les années 90-2000 que vous avez... Oui, c'est ça, ça fait 15 ans. Et en fait, pendant 15 ans, bon, alors, j'ai pas fait que ça, hein, heureusement, je me suis occupé bien autrement, mais j'avais cette histoire en tête et j'avais envie de donner vie à ce personnage autrement, c'est-à-dire avec une véritable, comment dirais-je, description intime de sa vie, pas seulement ce qu'il avait pu raconter dans ses mémoires, qui sont finalement assez distanciés, mais d'entrer vraiment en lui, si je puis dire, et de le faire vivre. Voilà. Mais ça, parfois, ça prend du temps, parce que, au fond, pour arriver à... Moi, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Le Rouge Brésil, par exemple, c'est une histoire que j'ai portée comme ça pendant une dizaine d'années. Je connaissais l'histoire, bien sûr, de la conquête ratée du Brésil par les Français. Par les Français, oui. Mais il y a toujours un espace qui peut prendre du temps entre le thème d'un livre et l'intrigue. C'est-à-dire passer d'un sujet, dire voilà, on va écrire sur, je sais pas quoi, François Ier, bon, ça très bien, c'est un sujet, et puis faire de ça un roman. Si vous voulez, il y a un passage là qui n'est pas évident, parce que il faut à un moment donné parvenir à entrer dans l'histoire d'une façon personnelle, trouver sa place en quelque sorte, et ça peut être assez long et assez compliqué. Et alors comment vous avez travaillé pour les pays que traverse Auguste Benjowski? Est-ce que c'est comme pour un cinéaste, vous faites des repérages, vous repérez les lieux, vous revenez écrire, pour la documentation sur cette période-là, au-delà de ces mémoires, ce cher Auguste? Non, moi je ne suis pas du tout un écrivain voyageur. Il y a un peu une confusion, parce que j'ai des amis, je suis même très copain par exemple avec Sylvain Tesson qui choisit ma maison pour faire des conneries d'ailleurs, enfin bref. mais si vous voulez, avec Sylvain on est très différents, c'est-à-dire que lui fait des voyages, puis ensuite écrit des livres à partir de ses voyages. Moi, j'ai d'autres activités, c'est-à-dire que j'ai des activités qui ont pu, vous les avez mentionnées, m'emmener de par le monde, et je puise dans cette expérience pour construire des récits. Mais si vous voulez, je ne fais pas du tout... j'ai du mal à faire un voyage spécifique. Bon, je suis allé sur les lieux, là, en l'occurrence, je suis allé à Madagascar voir l'endroit où il était mort, etc. Mais je trouve que l'évocation romanesque... pour moi, elle ne vient pas d'une mémoire immédiate. Ce n'est pas parce que je suis allé le mois précédent en Sibérie que je trouverai le moyen de décrire la Sibérie. Je pense qu'au contraire, pour que quelque chose prenne sa pleine ampleur, pour moi en tout cas, pour qu'un souvenir, pour qu'une impression de paysage ou de lieu ou humaine prenne sa pleine ampleur, il faut passer par l'oubli. C'est-à-dire qu'il faut, enfin pour moi, avoir vécu une certaine situation, un voyage, un paysage, l'avoir oublié, et puis tout à coup il ressort quand vous allez évoquer quelque chose. Voilà, moi j'écris l'hiver en fait, parce que bon, l'été je trouve qu'il y a d'autres choses à faire, voilà. Et donc j'écris l'hiver, je m'enferme un peu dans mon chalet là en Haute-Savoie. Il n'y a pas de fenêtre, il fait pas chaud, machin, et les choses viennent comme ça du souvenir, et non pas d'une documentation qui serait celle d'un écrivain voyageur. D'accord. Et la langue, parce que vous reprenez des tournures du 18. Comment vous l'avez travaillé pour ce livre-là? Ça vient tout seul, ou c'est quelque chose auquel vous revenez, vous polissez? D'abord, non, moi j'écris un peu au fil de la plume, parce que j'écris à la main. Mais en fait, je trouve qu'il faut... je pense que c'est un des secrets du récit.
c'est d'arriver à créer, enfin en tout cas à définir une langue qui convienne au récit qu'on raconte. Vous ne pouvez pas raconter, comme je l'avais fait dans un précédent roman, l'histoire d'un convoi de camions humanitaires en Bosnie pendant la guerre de Bosnie, checkpoint. Vous ne pouvez pas raconter ça avec des imparfaits du subjonctif et des tournures fleuries, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas non plus raconter l'histoire, vous ne devez pas, enfin j'aurais trouvé dommage de raconter cette histoire sans lui faire, sans lui attribuer ce parfum très particulier de la langue du XVIIIe siècle, parce que c'est fondamentalement un livre sur le XVIIIe siècle. Je crois que c'est vraiment un livre sur ce siècle. On est au milieu de ce siècle, hein, pendant l'histoire de ce livre. Wieniawski est né vers 1740, par là. Il meurt avant la Révolution française. On est tout entier dans cette... il meurt jeune. On est tout entier dans ce moment très particulier de l'histoire et de la littérature. C'est l'époque des romans par lettres. C'est l'époque de la conversation aussi, des salons. C'est pour ça que je voulais la voix d'un homme et la voix d'une femme et qu'il y ait cet entre-là dans le récit de deux voix. Et au fond, la langue, au fond, à partir du moment où elle correspond vraiment à l'histoire qu'on raconte, elle devient très naturelle. À ça s'ajoute, en effet, une imprégnation par les lectures qu'on a pu faire. Et à tel point que j'ai gardé des mots qui sont empruntés des mémoires. Je me suis beaucoup éloigné des mémoires, hein, c'est pratiquement, on n'y reconnaît plus rien, mais il y a des mots qui viennent de ces mémoires et qui sont des mots, pour certains, qui sont oubliés, pour d'autres qui n'existent carrément pas dans la langue française. Par exemple, et alors c'est drôle parce que j'ai eu la clé la semaine dernière pour un mot, je citais toujours un mot qui m'a valu beaucoup d'ennuis avec les correcteurs de chez Gallimard et tout, qui m'ont dit il faut enlever ça, ça va pas du tout. C'est le mot cajoute. Oui. Le mot cajoute, c'est la cabine du bateau. Mais c'est pas une cabine, c'est pas le MSC Concordia, je sais pas quoi. C'est vraiment 4 planches dans le coin d'un bateau à voile mal fichu, avec très peu d'intimité, avec très peu de confort, la cajoute. Et ce mot cajoute, évidemment, quand je l'ai utilisé, je trouvais qu'il rendait un son qui était très convaincant. C'est un peu presque surréaliste, un peu comme Joseph Delteil qui utilisait des mots qui signifiaient par leur son plus que par leur signification convenue. Et quand j'ai utilisé ce mot, vraiment, j'ai dû me battre pour le laisser. Et alors, personne ne trouvait vraiment d'où ça venait. Et puis, la semaine dernière, je suis allé en Suisse, là, à la fondation Jan Michalski, qui a été créée d'ailleurs par Vera Michalski en l'honneur de son mari. Oui. C'est une très belle fondation qui est au-dessus de Lausanne. Et évidemment, il y avait essentiellement des Suisses dans l'assistance, mais il y avait aussi quelques Polonais, puisque, bon, ils ont un tropisme polonais qui se maintient. Et les Polonais sont venus me voir après, j'ai fait une signature, il y a des Polonais qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais qu'ajoute ? Ne cherchez pas, c'est un mot polonais. D'accord. Kajuta, ça veut dire la cabine, tout simplement. Et en fait, ce mot était, au fond, a été francisé de bric et de broc dans ses mémoires par Wieniawski. Je l'ai récupéré parce que je le trouvais pas mal. Et puis maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de le mettre puisque je sais d'où ça vient. Alors justement, dans cette histoire, comme vous venez de le dire, c'est deux voix entrelacées, hein, celle d'Auguste et de son amoureuse Aphanasie. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette idée du couple là, masochiste que vous nous donnez, qu'il faut souffrir pour être sûr qu'on aime? D'où ça sort, ça? C'est vous qui avez lu ça comme ça. Non, mais... D'abord, si vous voulez, c'est vrai que la grande différence entre les mémoires de Wieniawski et ce livre, c'est que précisément, je ne voulais pas rester dans cette espèce de récit linéaire à une voix. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Bon, je trouve que c'est quand même assez pesant. Donc j'ai cassé ça en commençant en quelque sorte par la fin. Et puis surtout, je voulais qu'il y ait deux voix.
C'est-à-dire que dans l'histoire, avec un grand H, dans l'histoire authentique de Beniowski, il y a un moment absolument étonnant, c'est celui où, quand il est déporté au fond de la Sibérie, qu'il arrive au Kamtchatka, il est placé non pas en détention, parce que finalement on ne détenait pas les bannis là-bas, puisque c'était tellement grand et tellement environné de glace et de tribus hostiles, etc., que bon, on leur donnait même une canne à pêche et des armes pour pêcher et pour chasser. Donc ils étaient simplement livrés à l'immensité de ces steppes-là. Mais ils étaient sous la garde d'un gouverneur. Et ce gouverneur avait une fille, laquelle fille avait 18 ans, même pas à l'époque, qui s'appelait Aphanasie. Tout ça aussi vient de l'histoire. Et cette Aphanasie, qui évidemment, comme on peut le supposer, s'ennuyait beaucoup, au fin fond du Kamtchatka, à 17 ans, c'est pas très marrant, il n'y a pas beaucoup de distractions là-bas, voyait arriver tous ces bannis, qui étaient des gens assez étonnants, parce que ces bannis, ces déportés à la période tsariste, étaient des nobles. Oui, pour certains, et des gens très cultivés. Alors ils étaient à la fois, on pourrait dire, presque réduits à l'état de bêtes, surtout que le trajet pour arriver là-bas était très long. Et ils étaient contraints parfois de manger de l'écorce des arbres. Enfin, vraiment, ils vivaient comme presque comme des bêtes. Et en même temps, c'était souvent des gens très cultivés, des gens qui avaient occupé des positions élevées à la cour, qui parfois même étaient de familles proches de la famille impériale. Et donc, il y avait ce mélange. Mais enfin, elle voyait passer tous ces gens-là, et aucun d'eux ne l'avait véritablement séduite. Et puis tout d'un coup, elle a vu arriver Auguste. Et alors Auguste, c'est un personnage comme elle les aime probablement, mais comme moi je les aime aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une force, mais une force qui n'est pas physique, c'est pas un colosse, c'est simplement une force morale. C'est-à-dire qu'au moment où les autres se trouvent bannis et se résignent finalement à ce sort, lui, il décide que de toute façon, on n'en restera pas là, qu'il va quitter cet endroit et que par tous les moyens, il va se libérer. Et Aphanasie va tomber amoureuse de lui. Alors, n'en déplaise, lectrice d'aujourd'hui, la première partie de leur relation est une relation en effet marquée par une très grande asymétrie. C'est-à-dire qu'elle est, elle, amoureuse de lui, et lui comprend tout l'intérêt qu'il peut avoir d'obtenir son aide et ses faveurs, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il lui manifeste la même passion. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas. Donc tout ça va se rééquilibrer à un moment donné. Et c'est vrai que c'est le contact avec la France, quand ils finiront par s'évader, traverser ces contrées très lointaines et très difficiles et arriver en France, que là, elle va découvrir qu'il y a d'autres manières d'être une femme et que le contact avec ces salons à Paris, etc., va lui enseigner peut-être un certain nombre de moyens de faire comprendre c'est une marche à suivre, hein? Oui, enfin, c'était pour l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours valable, mais enfin, peut-être que oui. En tout cas, il va se rendre compte qu'il tient à elle, qu'il l'aime et qu'il serait très malheureux si elle le quittait. Et alors là, tout à coup, les choses vont s'équilibrer. Je voudrais passer à des questions peut-être un peu plus personnelles. Auguste Beniowski, lui, fait son apprentissage, est initié au texte et au livre par son professeur particulier, précepteur, qui est un jeune philosophe. Et ils vont chercher des livres dans la bibliothèque du père, qui lui était fermée, enfin qui voyait comme une prison grillagée jusque-là. Vous, comment elle est venue, votre initiation au livre ? Moi, je suis né après la guerre dans une ville proche d'ici, Bourges, dont je ne suis pas sorti avant l'âge de 10 ans. Et j'étais enfant unique, et pour des raisons qui tenaient à l'histoire de ma famille, j'ai été élevé jusqu'à cet âge chez mes grands-parents. Inutile de vous dire que j'étais pas en Sibérie, mais que les distractions n'étaient pas tellement plus nombreuses, à vrai dire. Et donc la seule ressource, alors on a eu une télévision qui était un truc vert qui crachotait, qui était pourtant une des premières, mais enfin qui n'était pas encore tout à fait au point. Puis de toute façon, je n'avais pas le droit de l'avoir tout le temps. Et de toute manière, c'était pour voir la piste aux étoiles une fois par semaine. Enfin, il n'y avait pas besoin de... Voilà. Mais donc la seule ressource, c'était les livres. Et c'est vrai que s'ajoutait à ça le fait que
vivant au centre-ville de cette ville de Bourges qui avait fait... Enfin, les maires successifs, les édiles successifs de cette ville, au 19e et au début du 20e siècle, ont catégoriquement refusé tout ce qui était moderne. C'est-à-dire que le train, par exemple, ne passe pas à Bourges, il passe à Vierzon, il faut prendre une Micheline pour aller à Bourges. Enfin bref, quand Michelin s'est installé, ils ont dit non, allez faire vos cochonneries ailleurs, donc ils se sont mis dans un autre... Ils se sont mis à Saint-Doulchard et à Clermont-Ferrand. Enfin bref, c'est une ville qui a refusé la modernité longtemps. Et à l'endroit où je suis né et où j'ai été élevé, dans la rue où nous étions, on tournait très souvent des films historiques parce qu'il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous pouviez mettre Marie-Antoinette traverser la rue, ça ne choquait personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était... Voilà. Et donc, pour un enfant, évidemment, il y avait cette présence de l'histoire qui était très forte. Nous étions au pied de la cathédrale, qui elle-même est un monument quand même évidemment très marquant pour un enfant. Et puis, avec une présence plus proche de l'histoire, moins visible mais plus proche, qui avait été la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle Bourges s'était retrouvé, quoiqu'au centre de la France, sur la ligne de démarcation. Ce qui avait valu à mon grand-père d'être déporté pendant 2 ans à Buchenwald. Donc, il y avait une sorte de présence de l'histoire et un contrepoint entre une ville où il ne se passait rien et l'histoire qui était très présente. Donc, moi, j'ai lu beaucoup à ce moment-là. Et c'est votre grand-père qui vous a ouvert sa bibliothèque, ou c'est un professeur, ou c'est tout seul? C'est ma mère qui, quand elle venait, c'était mon grand-père. Mon grand-père était un grand admirateur d'un personnage... Qui était médecin, je crois. Qui était médecin. Et il y avait au-dessus de son bureau un monsieur avec une grosse moustache, dont je n'ai connu le nom qu'un peu plus tard, et qui était Clémenceau. Et Clémenceau était le grand homme de la maison, avec De Gaulle bien sûr, mais Clémenceau, d'une façon plus littéraire sans doute, parce qu'il était lui-même médecin. Et donc il y a chez Clémenceau cette espèce de double personnalité qui, moi, m'a toujours fasciné, entre l'action et la culture. C'est-à-dire qu'il était sur les deux versants, et mon grand-père l'admirait beaucoup. Voilà. Mais il faut dire quand même une chose, si vous me permettez, très rapidement, c'est que, au fond, mes lectures d'enfants ont été très désordonnées. C'est un peu ce qui me tombait sous la main. C'est-à-dire que certains livres étaient de bons livres. Je lisais Balzac, etc. Mais enfin, je lisais aussi Bob Moran. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. C'est-à-dire n'importe quoi. Et en fin de compte, il n'y avait pas là-dedans de guide. C'était un peu ce qui me tombait sous la main. Et comme ensuite, j'ai fait des études de médecine, en vertu d'ailleurs d'un malentendu, parce que je pensais que la médecine était une branche des humanités, que c'était un art, un métier de culture. Quand je suis entré dans cette cursus, je me suis rendu compte que ça avait pas mal changé. Mais bon, en tout cas, quand je suis entré en médecine et que j'ai commencé à travailler, et surtout à passer les concours, enfin, j'ai été interne des hôpitaux de Paris très jeune, j'ai arrêté de lire complètement. J'ai complètement arrêté de lire. Et je n'ai recommencé qu'assez tard, finalement. Donc, j'ai une culture littéraire à trous, quoi, vraiment, enfin, avec de très grands trous. Et alors, aujourd'hui, évidemment, ça me panique, parce que comme je suis supposément dans l'Académie française, etc., alors dans les dîners, on me dit, vous avez lu ça? Mais non, je n'avais pas. Vous avez lu ça? Mais non, je n'ai pas lu. Bon, alors je glisse sous la table, si vous voulez, et il est vrai que je finis par répondre aux gens qui me demandent tout ça. Je leur dis, mais vous savez, vous avez fait des études de lettres, mais à l'époque où vous lisiez La Recherche du temps perdu, moi j'apprenais les collatérales de l'artère machin chouette, et que voilà, chacun son boulot. Mais ça m'a certainement handicapé. En même temps, ça m'a donné une sorte d'inconscience peut-être, c'est-à-dire que ne sachant pas ce qu'il fallait faire ou pas faire, vous savez, je n'ai jamais écrit comme selon les modes, les canons, etc. J'ai tout simplement
quand j'ai commencé à écrire des livres que j'avais envie de lire, tout simplement, essayer de partager les histoires que j'avais envie de raconter, sans me préoccuper trop à quelle école se rattacher, ou de transformer le langage, ou de me situer dans la recherche en matière littéraire. Donc voilà, c'est aux innocents les mains pleines, qu'est-ce que vous voulez. Et alors, vous, par rapport aux philosophes des Lumières, vous dites d'ailleurs vous-même, je suis fondamentalement d'une autre époque, celle des Diderot et des universalistes. Eux, à quel moment vous les avez découverts? Et ça a été une révélation? C'est après la médecine? Je les ai découverts avec le reste, si je puis dire. Mon grand-père était plutôt influencé par Voltaire, dont nous avions les œuvres complètes à la maison. Moi, j'ai jamais tellement... Enfin, je ne saurais pas dire quand je l'ai découvert, mais c'est les ministres qui sifflent. C'est les ministres qui passent, oui. Mais en fait, c'est Diderot qui m'a le plus enchanté, parce que, et pour des raisons plus littéraires que philosophiques. Et d'ailleurs, je trouve ça transparaît, enfin j'ai essayé de le faire, de le montrer dans ce livre, en tout cas de le faire sentir. Je pense que la philosophie du XVIIIe siècle, le rationalisme du XVIIIe siècle n'a pas véritablement créé de grands systèmes nouveaux, à part peut-être Hume ou Newton, mais en France, tous ceux dont vous avez parlé, que ce soit... bien sûr, il y a l'apport politique de Rousseau, bien sûr, mais que ce soit Diderot, Voltaire, d'Alembert, ils n'ont pas véritablement, comme le front, Kant, Hegel, apporté de grands systèmes philosophiques. En revanche, je trouve que leur grand apport, et moi ça m'est apparu tout de suite en lisant, à ce moment, quand j'étais enfant, je sais pas, le neveu de Rameau ou d'autres, leur grand apport, ça a été de rompre avec le rationalisme du siècle précédent, celui de Pascal ou de Descartes, en affirmant qu'on ne peut pas penser le monde en restant dans sa chambre. Voilà. Ce qui était, au fond, le présupposé de Descartes. Enfin, on pensait le monde à travers uniquement la construction de l'esprit. Et ce que vont dire les philosophes du XVIIIe siècle, et en particulier Diderot, c'est que pour parler du monde, il faut le connaître. Mais quand on dit le connaître, c'est pas forcément le comprendre ou le recréer, mais le connaître, l'éprouver tout simplement. Et le monde qu'il faut connaître, c'est aussi bien celui d'à côté, c'est-à-dire d'entrer dans une boulangerie, d'aller voir comment on fabrique le pain, c'est le projet de l'encyclopédie. Et connaître le monde loin, c'est-à-dire connaître aussi le monde, non pas du coin de la rue, mais le monde de l'autre extrémité de la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a cette fascination à cette époque pour les navigateurs, pour le voyage de Bougainville, etc. Et cet apport extraordinaire de ces philosophes, c'est vraiment là que je le situe. Voilà. Et j'ajoute à ça, chez Diderot, cette espèce de composition très très particulière. Je crois que c'est celui qui a le plus incarné à mes yeux cet esprit du XVIIIe siècle, avec cette composition en dialogue, et cette façon, que ce soit le supplément au voyage de Bougainville ou le neveu de Rameau, etc., ou le Jacques le Fataliste, enfin, de faire dialoguer comme ça des personnages pour en faire sortir quelque chose qui soit de l'ordre d'une vérité qui n'est certainement pas absolue, mais qui ne peut se situer que dans la confrontation des points de vue. Ça, je trouve ça, et c'est ce que j'essaie de faire avec ce livre. D'ailleurs, ça me renvoie à une phrase du livre. À un moment, il est question de Bachelet, donc le précepteur. Vous avez écrit « Bachelet ne dédaignait aucun métier puisqu'il lui permettait tous d'étendre son expérience du monde ». Et on a l'impression que c'est aussi comme ça que vous avez conçu votre vie, médecin, conseiller, ambassadeur. Est-ce que c'était pensé comme ça ou peut-être pas de manière... C'est-à-dire que, il est certain que la médecine m'a apporté beaucoup de ce point de vue, parce que d'abord c'est un regard sur le monde. C'est un art du regard, comme la littérature, mais il y a des métiers qui sont plus déductifs, qui sont plus... Mais là, l'étape fondamentale de tout processus diagnostique, c'est quand même l'inspection, c'est quand même de regarder.
Et non seulement on regarde, mais en plus on vous montre des choses qui sont extrêmement fortes, variées, c'est-à-dire tous les processus de la vie, les étapes de la vie, la souffrance, la mort, etc., à quoi on est confronté très tôt. Moi, voilà, je me souviendrai toujours de ma première garde de médecine. C'était à l'hôpital Rothschild. Donc, voilà, il était 3 heures de l'après-midi, tout le monde prend son manteau, s'en va. Et alors moi, je vais au vestiaire, on me dit non, toi, tu restes. Et c'est là que je me suis rendu compte que ben oui, j'allais rester là toute la nuit et que la police allait m'amener tout, c'est-à-dire tout ce qui se passait dans les rues autour. J'entendais pimpon, je disais pas c'est des ministres qui passent, je disais tiens c'est pour moi, voilà, c'est voilà, une hémorragie digestive, n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui, à cet âge-là, évidemment, est extrêmement violent, parce qu'il faut, évidemment, on était très peu nombreux à ce moment-là dans les hôpitaux. On était dans les petits hôpitaux comme ça, on était 1 de garde, et dans les très grands, comme la Salpêtrière, on était 2, 1 pour l'intérieur, 1 pour la porte. Bon, et donc, voilà, on est aux premières loges pour observer le monde. Donc, à la limite, c'est... mais tous les métiers que vous avez fait aussi, après, ambassadeur... Oui, mais alors ça, pour moi, c'est pas des métiers. C'est pas des métiers. Bah, non, parce que... Enfin, pardon, s'il y a des diplomates dans la salle, disons que ça n'est pas mon métier. Moi, j'ai exercé des fonctions diplomatiques. J'ai commencé d'ailleurs comme attaché culturel et de coopération il y a très longtemps, au Brésil, voilà, où j'avais été nommé... c'était suite, là encore, d'un... c'était Récif. Oui, c'était Récif, mais en réalité, en fait, on m'avait nommé au Kenya. Mais l'ambassadeur n'a pas voulu, parce qu'il ne voulait pas d'un médecin, et surtout avec une formation psychiatrique. Alors quand je l'ai rencontré, j'ai compris pourquoi. Bref, mais donc on m'a dit non, voilà, enfin j'étais neurologue, je n'étais pas psychiatre, mais enfin il a confondu et ça lui a fait très peur. Donc on m'a dit non, il veut pas de vous, donc il a fallu que je choisisse ce qui restait. Alors il restait pas grand-chose, à vrai dire. Il restait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais là on m'a expliqué qu'il fallait que j'apprenne un peu le papou, bon bah ça encore, mais surtout un sport de combat. Ils m'ont dit apprenez un sport de combat parce qu'ils n'aiment pas beaucoup les Français. Le samedi ils en attrapent un, ils le rossent. Bon, alors j'ai dit je vais réfléchir. C'était au moment des essais nucléaires français à Mururoa, là ils n'aimaient pas trop. Donc voilà, bon, et donc je me suis retrouvé à Recife sans savoir du tout où j'allais. Et là je suis tombé dans un poste qui était très petit, parce qu'il y avait une grande circonscription administrative qui allait de Belém à Salvador de Bahia. Mais enfin, on n'avait aucun moyen de travailler. Puis en plus, mon prédécesseur était un garçon très très brillant. C'était un normalien de philo, un philosophe, qui n'avait jamais passé l'agrégation parce que les épreuves étaient trop tôt le matin. C'est-à-dire que... Et il fumait beaucoup, et un peu de tout, à vrai dire. Donc le Quai d'Orsay, qui est bien organisé de ce point de vue, l'avait nommé à Katmandou. Donc il est parti pour Katmandou. Voilà. Et donc je suis arrivé dans un poste dévasté, quoi. Dévasté. Et c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à écrire des romans, à vrai dire. Je devrais mettre avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, parce que... D'accord. Alors, plus sérieusement, c'est vrai que dans le livre, quand Auguste Ebany qui côtoie tous ces exilés, il y a de belles pages justement sur ces bannis quand ils arrivent au Kamtchatka. Cette humanité des exilés, des bannis, vous l'avez côtoyée à un moment de votre vie en particulier ou... D'abord, je pense que quand on est médecin, on est tenu de considérer tout être humain, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. C'est justement une des caractéristiques du regard médical, c'est que c'est un regard qui ne juge pas. D'autres peuvent et doivent juger, mais bon, le médecin n'est pas là pour ça. C'est son... Voilà. En fait, nous sommes commis, si je puis dire, à ne regarder dans les personnes qui viennent nous trouver que justement l'être humain. C'est-à-dire on n'a pas à regarder la fonction, etc. Enfin, on ne devrait pas.
Bon. Voilà, donc c'est tout à fait clair. Après, évidemment, dans d'autres circonstances, moi j'ai pas connu évidemment les bannis du Kamchatka, mais je peux imaginer assez bien ce que ça peut être. Quand on voit, par exemple, ça m'a fait frapper dans certains exodes de réfugiés. Je pense à ceux du Kosovo, par exemple, au moment de la guerre des Balkans. Il y a eu donc une fuite de réfugiés vers l'Albanie qui était très très nombreux. Et je me souviens être allé là-bas et on avait ouvert une sorte de petit dispensaire comme ça dans dans une espèce d'usine. Enfin, bon. Et en fait, on se rendait compte que il y avait là au milieu, parmi ces réfugiés, des médecins. Des infirmiers, enfin des gens qui étaient très compétents et qu'on a pris avec nous et auxquels il ne manquait finalement que des moyens pour travailler. Donc on les leur a confiés, puis très vite la mission est devenue autonome. Et c'était tout à fait intéressant de voir que si vous les regardiez par masse, c'est-à-dire vous passiez dans un camp de réfugiés, vous aviez voilà, une espèce de masse grise anonyme de réfugiés. Mais quand vous regardiez dans le détail qui ils étaient, finalement, vous trouviez parmi eux des gens qui pouvaient en effet coucher par terre et être pleins de gales et de vermine, mais qui, au fond, étaient des gens qui avaient fait des études supérieures, etc. Exactement comme ces bannis de l'époque. Oui. Mais est-ce qu'on porte le même regard quand on est médecin? Est-ce que c'est le même regard qu'on porte quand on exerce à l'hôpital Rothschild à Paris que dans un camp en Éthiopie, par exemple? Vous savez, l'hôpital Rothschild, c'est un hôpital d'assistance publique. Hein. C'est pas parce qu'il s'appelle Rothschild, c'est pas... Oui, j'imagine. Mais, oui... D'ailleurs, oui, c'est évidemment différent. Enfin, mais là encore, je pense que les choses ont changé beaucoup parce que moi, quand j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler dans ces hôpitaux. Ils étaient en effet très différents de ce qu'on pouvait... enfin, disons qu'il y avait une très grande différence entre ici et là-bas, ici et ailleurs. Bon. Aujourd'hui... notamment dans l'hôpital public, les services d'urgence des grands hôpitaux de Paris, compte tenu de l'afflux de migrants, de réfugiés, etc., commencent à ressembler un peu à des missions humanitaires, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un des problèmes, ou en tout cas une des caractéristiques du monde dans lequel nous vivons maintenant, c'est que justement cette dichotomie qui était celle des années 70-80, où nous étions, nous, du côté de la prospérité, de la paix, etc. Et puis il y avait ailleurs des guerres, etc. Tout ça s'est beaucoup brouillé. Et aujourd'hui, je veux dire, que ce soit la violence à travers les attentats ou autres, que ce soit la misère, que ce soit les réfugiés, que ce soit tout ça, les frontières se sont quand même largement effacées, ce qui n'arrange rien, bien sûr, mais devient un peu... Oui. Je reviens un peu en arrière. Votre premier grand voyage, je crois que c'était en 1974, c'était une traversée du Sahara. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce voyage? C'était votre premier contact avec l'Afrique aussi, non? Ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris de vous et des hommes, finalement, ce premier grand voyage? Ça m'a appris à changer un embrayage. C'est sûr qu'à Bourges, si on est en diligence. Non, mais parce que, si vous voulez, c'était des voyages en voiture. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement 2 fois cette traversée. Là aussi, c'est le signe que le monde a beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui, on ne traverserait plus le Sahara comme ça. Mais je l'avais fait une première fois avec des amis, on s'était retrouvés jusqu'à Agadez et puis au Niger. Et la deuxième fois, je l'ai fait après, au moment où je faisais mon service militaire en Tunisie. En fait, bon, c'est pas tellement la traversée du Sahara, parce que, à vrai dire, on n'a pas tellement... J'en garde pas un souvenir, enfin c'était une sorte d'aventure, mais c'était pas un souvenir très, très marquant en termes humains. En revanche, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était la période où j'ai été coopérant en Tunisie. Parce que d'abord, bon, moi j'étais le petit interne classique, formé à son boulot. Je me suis retrouvé dans un autre pays, et en plus les militaires se sont trompés, ça arrive. On raconte que Joseph Kessel, comme ça, avait
quand il s'est engagé, avait mis journaliste. Sa profession, c'était journaliste. Et les militaires ont lu journalier. Donc il a cassé des cailloux pendant 6 mois avant de... Non, moi, ça m'est pas arrivé, mais presque, parce que j'avais demandé donc, à aller dans un service de neurologie. Bon, et en réalité, bon, d'ailleurs, c'est pas tout à fait les militaires, c'est surtout parce que le service n'était pas encore ouvert, équipé, etc. Donc, à la place, on m'a mis à la maternité. Donc, j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire. Moi, je ne m'attendais pas à ça, bien sûr. Et c'était assez rude parce que c'était dans un grand hôpital à Sousse, dans la ville de Sousse, un hôpital par ailleurs assez développé, dans lequel il y avait un service de chirurgie cardiaque qui fonctionnait bien, etc. Enfin, la maternité était quand même assez largement laissée pour compte. Et on manquait de tout, on manquait de gants, on manquait d'anesthésique, enfin c'était assez rude. Et ça a été une expérience pour moi centrale parce que, non pas que ça ait créé une vocation pour devenir médecin accoucheur, certainement pas, au contraire, mais bon, ça m'a juste permis quand je dîne à côté d'une femme enceinte, de ne pas avoir peur. Vous voyez, pourquoi il y a des gens qui ont peur ? Oh, la plupart des médecins, oui, parce qu'il est très rare que ça tombe sur eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine en France font plus tellement d'accouchements, à vrai dire, sauf s'ils passent dans des services spécialisés. Mais moi, j'en ai fait beaucoup. Et donc voilà, enfin, mais enfin, restez tranquille, hein, essayez de tenir encore une demi-heure. Mais non, mais en revanche, c'est vrai que ce qui m'a le plus, si vous voulez, frappé ou ce qui a changé le plus, c'est que en fait, je suis arrivé là avec une idée assez classique de ce qu'étaient les maladies et la médecine. C'est-à-dire que, au fond, je pensais en arrivant qu'au fond, l'être humain était le même partout. Voilà. Et que ce qui changeait, c'était les maladies. Et que mon métier à moi, c'était de les différencier, c'était de les détecter, de les diagnostiquer. Voilà. Et puis quand je suis arrivé en Tunisie et que j'ai vécu cette sorte d'épreuve ou d'initiation, d'une certaine façon, j'ai inversé les choses. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que c'est les maladies qui étaient les mêmes partout, à peu de choses près, enfin il y a plus ou moins, mais enfin en gros, c'est les maladies qui sont les mêmes partout. Ce qui change, c'est l'humain. Ce qui change, c'est vraiment l'être humain que vous avez en face de vous. Et finalement, bon, c'est une évidence, mais ça ne m'avait pas frappé, ça ne m'avait pas autant guidé, si vous voulez, parce que j'avais appris d'abord le métier avant d'en apprendre la dimension humaine. Et quand je suis revenu de cette expérience, j'avais un intérêt nouveau pour justement ce support humain que j'avais en face de moi, c'est-à-dire les cultures, les civilisations, les sociétés, plus peut-être que pour les maladies elles-mêmes. D'accord. Je voudrais qu'on parle un peu de la France. D'abord, expliquez-nous pourquoi personne en France ne connaît Auguste Benchowski. Parce que c'est quelqu'un qui a été en quelque sorte diffamé, calomnié par les historiens classiques. Parce que, en fait, dans toute la deuxième partie de sa vie, la première partie c'était la Sibérie, son évasion, cette évasion spectaculaire, il se retrouve en France, et ensuite, dans la deuxième partie de sa vie, le roi de France va le charger d'une mission à Madagascar. Et à Madagascar, pour faire bref, sans entrer dans les détails, mais au fond, il va partir pour les Français, mais très rapidement être abandonné par les Français, et il va prendre fait et cause pour l'île, pour les Malgaches. Donc il va devenir le roi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais surtout qu'il va essayer de rendre indépendant. C'est-à-dire que, et les Malgaches lui en sont gré, ne savent gré, puisqu'il y a toujours des rues qui portent son nom là-bas. Les Français, dans un premier temps, quand ils sont arrivés avec sa femme, quand ils sont arrivés de Sibérie, les ont encensés. C'est-à-dire que c'était, au contraire, ils étaient reçus dans les salons, on leur faisait raconter leur histoire, tout le monde trouvait ça formidable. C'est des informations précieuses aussi qu'ils apportaient. En plus, c'était stratégique. Ouais. Mais après, dans la partie malgache, au fond, c'est quelqu'un qui
tracé une voie que les Français ne voulaient pas suivre à cette époque. C'est-à-dire, au fond, quand il a voulu créer une sorte de république là-bas, sur le modèle de la démocratie américaine, avec les idées de Montesquieu, finalement, hein, on est toujours dans les Lumières, et sur la structure constitutionnelle qui était celle des États-Unis d'Amérique, tout jeune, c'est évidemment une voie qui n'était pas acceptable pour la France, qui ne souhaitait pas du tout installer, voir s'installer un État indépendant, démocratique, etc., dans cette île. Et donc il a été à ce moment-là plutôt ignoré. Et quand finalement on est passé au XIXe siècle à une conquête pure et dure de Madagascar, c'était carrément un mauvais exemple. Et donc on a commencé à dire que ce type racontait n'importe quoi, qu'il avait fait n'importe quoi, etc. Et en réalité, beaucoup de gens continuent, continuent à dire ou à penser que c'était un peu un farfelu qui racontait des cracks, que tout ça c'était pas vrai, etc. Et c'est assez amusant parce que nous on l'a oublié à cause de ça, parce qu'il était tellement calomnié. Mais en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne, il est très, très célébré. Et tous les ans, vous avez à Madagascar des missions de ces pays qui vont là-bas pour essayer alors qui font des monuments à sa gloire, qui cherchent à trouver les vestiges de même sa dépouille, parce qu'on n'a pas trouvé sa dépouille, on sait où il est mort. On sait où il a été tué. La colline où ça s'est passé, très curieusement, n'a jamais été défrichée par les Malgaches. Elle est toujours en forêt primaire, alors que tout autour c'est cultivé. Je l'ai visité, alors c'est assez étonnant, parce que les Slovaques avaient fait un monument à cet endroit-là. Alors, bon, il y a des gens qui ont piqué le monument, etc. Puis les Malgaches se sont dit... qu'est-ce qu'ils font là, ces gars-là? Pourquoi ils viennent mettre un monument là, dans cette espèce d'endroit bizarre? S'ils font ça, c'est qu'il doit y avoir un trésor. Et ils ont commencé à creuser. Et donc, à l'heure actuelle, à l'endroit où Beniowski est mort, enfin, en tout cas, où il y a eu le dernier combat, il y a un trou de plus de 30 mètres de profondeur, avec des gars qui creusent parce qu'ils sont persuadés qu'il y a un trésor. Et alors que ce pauvre Beniowski est mort, vraiment, je pense que vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Mais malgré ça, donc ils ont creusé et ils n'ont pas trouvé encore sa dépouille. Alors les Polonais cherchent. Et quand j'étais à Tana, là, il y a quelques mois, j'ai fait une conférence là, à l'Institut français. Et à la fin, il y a un Polonais qui est venu me voir. Comme ça, il m'a pris à part. Il m'a dit je suis représentant polonais de Madagascar. Et il a ajouté à voix basse je sais où il est. Donc, il travaille, et on finira bien par le trouver. D'accord. Alors, si la France, elle, l'a dénigré, lui, par contre, donc Auguste Beniowski, avait un amour profond pour notre pays qui lui avait été transmis par son précepteur. Il disait d'ailleurs, j'avais toujours considéré la France comme une sorte de patrie universelle, un mythe, un rêve inaccessible. Est-ce que la France garde toujours cette aura auprès des intellectuels étrangers, à l'étranger aujourd'hui? C'est bien difficile à dire. Et je pense que je devrais vous retourner la question, vous en savez largement autant que moi là-dessus. Il est certain qu'on parle là d'un siècle où, comme l'écrivait Marc Fumaroli, c'est le siècle où l'Europe parlait français déjà. C'est-à-dire où véritablement le français, c'est très très vrai pour Auguste et même pour sa femme d'ailleurs, était extrêmement influencé par la culture française. La culture française était à la fois, c'était intéressant, la culture de la liberté, à travers les idées des philosophes, et en même temps, ces philosophes conseillaient les autocrates de l'époque, c'est-à-dire que Voltaire allait chez Frédéric II, Diderot en Russie, etc. Donc au fond, tout le monde, quelle que soit sa position, était influencé par les Français. Et en plus, alors il y a d'ailleurs, je l'ai reconstruit dans une scène du roman, il y a l'apport français pouvait se faire de deux manières. D'une part par des œuvres philosophiques, d'autre part par des romans. Et ce qu'ils découvrent à un moment donné tous les deux, là, Auguste et sa femme, c'est que, au fond, le même homme, et en l'occurrence c'est Jean-Jacques Rousseau,
a pu s'illustrer des deux manières. Or, ça leur paraît très étrange parce que jusque-là, la sensibilité d'Auguste, c'est plutôt celle d'un philosophe qui raisonne de façon abstraite, comme pouvait le faire Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social ou autre. Et puis, elle, c'est la nouvelle Héloïse qui la passionne. Et quand ils découvrent que c'est le même homme qui a pu écrire ces deux choses, ça leur révèle, et à lui en particulier, tout un continent d'âme, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une sensibilité qui se manifeste et qui se déploie sur les deux versants. Et ça, c'est vraiment très particulier à l'influence française de cette époque, qui effectivement faisait de ce pays, bien avant la Révolution française pourtant, un pays phare. Alors aujourd'hui, bon, ne m'obligez pas à dire des choses désagréables, mais il est certain qu'on... voilà, nous sommes dans un monde qui est beaucoup plus multipolaire. Moi, je ne suis pas aussi... comment dirais-je? Évidemment, si vous comparez à la situation du XVIIIe siècle et à cette espèce d'hégémonie que la France a eue pendant des siècles d'ailleurs, hein, parce qu'on peut dire que presque jusqu'au milieu du XXe siècle, au fond, il y avait une véritable suprématie intellectuelle, etc., de la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette espèce de suprématie, en tout cas presque d'exclusivité, d'une certaine façon, a disparu. Bon. Et qu'aujourd'hui, on vit avec d'autres cultures, et d'autres cultures dominantes, évidemment, la culture américaine en particulier. Mais c'est pas pour autant, je pense qu'il faut imaginer que, du coup, la culture française a disparu, etc. Je crois qu'elle est encore, dans beaucoup de pays, une sorte de recours. Hein. Il y a beaucoup de pays pour lesquels, je pense en Amérique latine, par exemple, ou pas mal de pays d'Afrique, où le centre culturel français est pratiquement le seul lieu de culture et de réflexion et de progrès humain, finalement, dans des pays qui, par ailleurs, sont dans l'obscurité, d'une certaine façon, avec des régimes très, très durs. Donc, on garde ce rôle. Ce qui, sans doute, est en train de se transformer, c'est le rapport entre culture et langue. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, si on veut défendre la culture française, défendre la langue française, bien sûr, mais pas seulement. C'est-à-dire que, et ça c'est un débat qu'on a souvent à l'Académie ou ailleurs, j'étais par exemple un dernier invité au Sydney Writers Festival, le festival des auteurs à Sydney en Australie. Bon, il est absolument clair qu'à Sydney, il y a très très peu d'auteurs français qui sont invités. Il faut une double condition, c'est d'avoir été traduit en anglais et de pouvoir s'exprimer en anglais, comme je le fais là. Ouais. Et ce sont des auditoires immenses, ce sont des auditoires de 500, 1000, 2000 personnes. Alors, quand on rentre et que certains de vos confrères vous disent « T'as parlé en quoi ?» Ben, j'ai parlé en anglais. « T'as pas honte ?» Ben non, j'ai pas honte parce que grâce à ça, c'est la culture française aussi qui rayonne. Il ne faut pas oublier qu'on parle de la culture américaine, mais la culture américaine, après la guerre, a pénétré en Europe avec les films doublés. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas envoyé des films en anglais, il n'y aurait eu personne. Ils ont fait traduire dans toutes les langues d'Europe leurs films. Et au fond, c'est cet intérêt pour la culture qui ensuite génère une hégémonie de la langue. Donc je pense que nous sommes très enfermés dans la défense de notre langue, c'est très bien, mais il faut aussi savoir parfois, je veux dire, défendre la culture d'une façon plus large. Alors j'ai encore 22 000 questions à vous poser, mais je vois que l'heure tourne et je vais passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Christophe Rufin? Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Vous avez... Non. Est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà, il y a un micro qui arrive. Mais on prend des questions essentiellement. Vous avez des questions? Au sujet de Madagascar, quelles sont les réactions après la parution de votre livre? Parce que cette grande île est oubliée en France depuis la mort de Jacques Rabé-Monandjara. Je vous remercie, docteur.
Bah, écoutez, je ne suis pas retourné depuis la publication du livre, mais enfin, ce que je sais, c'est que les Malgaches sont très... enfin, les Malgaches, ceux qui ont pu le lire d'abord sont très contents qu'on parle de leur île en ces termes, c'est-à-dire comme d'une île qui a servi presque à un moment donné de laboratoire politique, hein, si vous voulez. C'est ce qui s'est passé là-bas est assez central. Moi, quand je suis allé là-bas, ce qui m'avait frappé, c'était le nombre de souvenirs. Alors, évidemment, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, il ne va pas vous parler de Beniowski, bien entendu. Mais il y a des rues qui portent son nom, et il y a des gens, surtout, qui sont passionnés, que ce soit des historiens, que ce soit de simples amateurs. Il y a un dentiste, par exemple, allemand, pourtant. Enfin, je dis pourtant, c'est idiot. Mais non, je veux dire, il n'est pas polonais ni rien. Enfin, et qui vit donc sur la côte est, qui a récupéré les 2 canons de Beniowski qu'on a retrouvés parce qu'il avait 4 canons au moment du dernier assaut qui a été livré par les Français. Il en a récupéré 2. Il y en a un petit dans son salon et le deuxième dans son garage, c'est moins chic. Mais enfin, au moins, ils ne sont pas volés et il les conserve, etc. Et il a absolument tous les documents possibles et imaginables sur Beniowski. C'est un amateur fou de ce personnage. Donc, il y a une sorte j'allais dire, de lien qui persiste. Et bon, d'une certaine manière, réhabilité un petit peu ce personnage, mais... Merci. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Je voudrais savoir si les mémoires d'Auguste qui ont été publiées en français sont disponibles et si on peut les lire, parce que quand on a lu votre livre, on a envie de lire ces mémoires. Oui, alors c'était publié chez Phébus, justement. Au départ, chez Noir sur Blanc, et puis maintenant Phébus. Et alors, ce sont des mémoires très, très gros. Ça fait presque 1000 pages. Mais ce qui est très intéressant, c'est que... Alors c'est très très détaillé, hein, c'est un petit peu... alors ce qui est très intéressant, c'est que les historiens, notamment russes, ont beaucoup travaillé sur toute la partie sibérienne et qu'ils ont certifié l'authenticité de tout ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que tous ces compagnons, parce que quand ils sont évadés avec 80 personnes. Pas fait les choses à moitié. Parti avec 80 personnes sur un 3-mâts. Et on a les listes de toutes ces personnes, les hommes, les femmes, enfin tout. Et les Russes ont pisté tous ces personnages, en ont retrouvé beaucoup. On trouvait la trace de nombre d'entre eux. Par exemple, Cook, quand il a exploré le Pacifique Nord, après Beniowski, puisque Beniowski est le premier à avoir navigué aussi haut dans le Pacifique Nord. Hein, il y a eu Bering avant lui, qui est danois, qui travaillait pour les Russes, qui était en mission pour les Russes, qui est mort là-bas, qui est enterré dans l'île qui porte son nom, puis il y a Auguste. Après, Cook est arrivé, et Cook a retrouvé des compagnons de Beniowski, que Beniowski avait débarqués, parce qu'ils s'étaient disputés, etc. Ils avaient débarqué sur une île et Cook les avait retrouvés. Autrement dit, tout ça est quand même assez certifié. Sur la partie malgache, c'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué d'avoir ces preuves, si vous voulez. Mais il y a eu quand même pas mal de vérifications qui ont été faites. Et puis l'histoire même de ces mémoires est très compliquée parce que ces mémoires, en fait, on ne sait pas très bien au fond, qui les a écrits parce que ils ont été écrits en français. Ils ont en fait été publiés en Angleterre, en anglais. Donc finalement, la première la publication de ces mémoires est en anglais. Ils ont été retraduits en français. Et au fond, on ne sait pas très bien. Alors, il y a une historienne qui a fait un travail très intéressant parce qu'elle a retrouvé une sorte de note, enfin de petits mémos qui auraient été faits probablement là par Auguste lui-même, qui est en quelque sorte le journal de leur présence sur l'île. Et c'est à partir de ce journal qu'auraient été écrits les mémoires. Autrement dit, c'est comme si les mémoires étaient déjà une version un peu romancée, si vous voulez, de leur vie, quoi. Et c'est tout à fait étonnant. Mais vous pouvez les lire dans la version intégrale chez Phébus. Et ça a beaucoup de charme. Bon,
toujours, ça vieillit, c'est différent, mais ça a beaucoup de charme, ça vaut la peine de regarder. Merci, je suis désolée, il y a une autre rencontre qui a lieu à 17h ici, donc on va être obligé de libérer la salle. Merci beaucoup.